Donc bonjour à tout le monde. Je vais animer la table ronde, qui n'est pas vraiment ronde, mais sur... donc l'intitulé de la table ronde, c'est les enjeux d'une approche multi-acteur, multidisciplinaire, holistique de la cybersécurité. Donc c'était compliqué de trouver un sujet qui puisse générer des débats. Donc je suis Claude Castelluccia, je suis DER à l'INRIA et je dirige l'équipe Privatix, qui est une équipe qui travaille sur tout ce qui est protection de la vie privée sur l'Internet. Donc Guillaume Poupard a parlé de l'état de la sécurité sur Internet aujourd'hui. Et c'est clair qu'aujourd'hui, l'Internet est vraiment devenu un champ de bataille, sans être pessimiste. C'est utilisé par les États pour surveiller les gens, mais c'est aussi utilisé pour les États entre eux, en fait, comme une arme, en fait, une arme numérique à des fins politiques. Donc on peut faire référence à l'affaire Cambridge Analytica, mais aussi aux autres attaques de type cyber sur les infrastructures critiques un peu partout dans le monde. Guillaume Poupard a aussi fait, je crois que c'est Guillaume qui a mentionné, qui a fait référence au discours d'Emmanuel Macron lors de l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité du cyberespace, où il parlait explicitement de la nécessité d'une approche multi-acteurs renforcée pour réduire les risques qui pèsent sur la stabilité du cyberespace. Donc cette approche multi-acteurs, multidisciplinaire est important, et vu l'ampleur du problème, c'est vrai que c'est plus seulement l'affaire des États et des informaticiens, mais c'est vraiment l'affaire de tout le monde, notamment le grand public. Donc Guillaume Poupard en a parlé aussi, le fait qu'il faut que le grand public soit informé, qu'ils adoptent les bonnes mesures d'hygiène. Les industriels, les grands groupes, bien sûr les GAFA, mais aussi les PME, c'est important qu'ils s'emparent du problème. Les administrations, notamment comme les métropoles qui mettent en ligne des services et qui réfléchissent à la ville intelligente de demain. Bon, donc du coup, ok, je disais, c'est important pour la recherche, et donc l'intérêt de l'approche pluridisciplinaire dans le domaine de la sécurité, je pense, est évidente. Donc la pluridisciplinarité, c'est un terme qui est à la mode dans le monde de la recherche. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'obtenir des financements si on ne met pas le mot pluridisciplinarité, et des fois c'est complètement absurde, mais dans le cas de la cybersécurité, je suis convaincu que c'est effectivement la solution à adopter. Okay. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que les régulateurs comprennent les technologies qui sont de plus en plus complexes, l'intelligence artificielle, les blockchains, mais aussi parce que Guillaume en a parlé lorsqu'il parlait des fake news, les hackers ne s'attaquent plus uniquement qu'aux infrastructures physiques, matérielles, mais aussi aux personnes qui y a derrière les machines. Donc ils s'attaquent à ce que j'appellerais l'infrastructure cognitive. Donc il est important de comprendre comment les gens raisonnent, comment on peut influencer les personnes pour proposer des solutions. Donc c'est d'ailleurs toutes ces motivations qui nous a amené il y a quelques années à créer le groupe Amnesis. Donc pour aborder ce problème, ce sujet-là de cybersécurité, l'approche multi-acteurs, on a réuni 5 intervenants de renom qui viennent chacun de secteurs d'activité différents. Donc c'est important que chacun arrive avec une casquette différente. Et je voulais en profiter pour remercier l'ensemble des intervenants au nom des organisateurs d'avoir accepté de venir parfois de loin pour participer à cette table ronde, qui n'est pas ronde. Donc je vais présenter les intervenants, 5 intervenants. Donc tout au bout là-bas, Martin Untersinger, c'est pas ça, qui est journaliste au Monde et qui couvre en fait tous les sujets liés à la cybersécurité. Donc c'est Monsieur Sécurité du Monde. Enfin, du journal Le Monde. Donc, à côté, à sa droite, Monsieur Cyril Bras, donc, qui est le RSSI, le responsable sécurité des systèmes d'information de la métropole grenobloise, de la métro. Ensuite, à côté, il y a Lionel Vincent, qui est Lionel Vincent, architecte pour les services de sécurité d'Atos, c'est ça? Le terme en anglais, c'était Global Architect, c'est ça? Ok. En gros, il s'occupe de la sécurité pour Atos.
À côté, donc Christian Davio, qui est conseiller stratégique du directeur général de l'ANSSI, donc conseiller stratégique de Guillaume Poupard. Et finalement, Karine Banulet, que tout le monde connaît, qui est professeur de droit à l'UGA et membre du CESIS, entre autres. Donc, étant donné que le temps est compté, on a à peu près 50 minutes et j'espère garder 15 minutes à la fin pour les questions. Ce que je propose, c'est que d'organiser le panel, enfin la table ronde en 3 temps. Je vais d'abord demander à chaque intervenant de présenter rapidement son activité dans le domaine de la cybersécurité en essayant de spécifier en quoi l'approche multi-acteurs, multidisciplinaire vous semble importante. Dans ce premier temps. Après le deuxième temps, je vous poserai un ensemble de questions en espérant que ça va générer un débat, des interactions. Et troisième temps, donc je demanderai j'ouvrirai le panel au public pour des questions. Donc on va commencer, je propose de commencer par Martin. Donc lorsqu'on a préparé ce panel, tu as parlé du rôle important de la presse, bien sûr. Le rôle en fait, l'idée c'était de dire qu'il faut absolument que le public soit au courant des attaques qui se passent sur Internet, et la presse a clairement un rôle important à jouer dans cette fonction. Merci déjà à toutes et à tous d'être venus. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, j'ai défendu un peu mon métier. C'est dans ma fiche de poste, hein, j'ai pas le choix. Alors, déjà juste avant, en écoutant Guillaume Poupard, je me suis rendu compte en fait que à mon petit niveau, j'étais pile dans ce côté très transversal de la sécurité informatique, parce qu'en fait, pour faire mon métier, pour raconter un peu ce qui se passe dans ce domaine, à la fois du point de vue politique que du point de vue technique, il faut que je comprenne ce qui se passe, ce que c'est qu'une side channel attack, et en même temps que je puisse être capable de suivre la navette parlementaire. Il faut que je sois capable de lire le rapport d'un ingénieur qui fait du reverse sur un malware, et en même temps savoir comprendre les grands jeux diplomatiques actuellement dans le monde. Donc à mon petit niveau, parce qu'évidemment je suis pas du tout un expert sur tous ces sujets-là, je touche vraiment du doigt au quotidien un peu ce côté très interdisciplinaire. Alors après, oui, ce que je te disais au téléphone, c'était que je comprenais qu'il y avait des enjeux quand une entreprise ou une administration est attaquée, de ne rien dire, ou en tout cas de ne rien dire en public, parce qu'il y a un cours de bourse, parce qu'il y a un risque réputationnel, parce qu'il y a des clients, il y a des fournisseurs, etc. Mais en même temps, la transparence, elle a ses vertus. Moi, je pense aujourd'hui à Saint-Gobain qui, après avoir été lourdement touché par NotPetya, fait œuvre de pédagogie, alors pas en public, mais dans des cercles professionnels, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment on a réglé le problème, voilà. Et ça sert à tout le monde. Et je me dis pourquoi est-ce que ce type de discours, on devrait l'entendre uniquement derrière dans des cercles autorisés et dans des cercles fermés. On a même un exemple, puisqu'on s'est un peu appliqué au monde cette politique. En 2015, alors ça n'a rien à voir avec NotPetya, rien. L'armée électronique syrienne a pris le contrôle de nos comptes sur les réseaux sociaux et est rentrée dans notre système de publication. On les a plus ou moins sortis du système de publication, mais évidemment pas des réseaux sociaux, en tout cas pas tout de suite. Et on s'est dit, on est journaliste, qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu à la manière de mes confrères et consoeurs de TV5 Monde quelques temps plus tard, on va publier un article. Et donc on a raconté exactement ce qui s'était passé, comment ils étaient rentrés, qu'est-ce qu'ils avaient pu faire, où est-ce qu'on avait pêché, etc. Et on a publié ces articles. Et ben j'ai eu plein de témoignages de confrères et de consoeurs qui m'ont dit, et de l'ANSSI aussi à l'époque, qui m'ont dit c'est super ces articles parce que ça fait de la pédagogie, les gens comprennent que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui, que ça a des conséquences assez pénibles et qu'il y a des moyens quand même de se protéger, de faire les choses un peu correctement pour éviter que ça arrive. Donc voilà. Je me dis qu'on gagnerait peut-être à un peu plus de transparence pour incarner ce danger quasi apocalyptique dont Guillaume Poupard nous a entretenu plus tôt, en même temps sans donner le moindre exemple, sans donner le moindre élément concret qui permettrait aux gens, et nous individuellement en tant que citoyens, de prendre la mesure de cet enjeu et de savoir concrètement qu'est-ce qu'on doit faire nous à notre petit niveau. Voilà, moi c'est un petit peu la position que j'ai envie de défendre aujourd'hui.
Donc la publication de cet article, c'était, la direction du Monde n'a Oui. n'a- Bah, on l'a n'a eu aucun proposé problème. et en fait c'est-à-dire que c'est comment dire, c'est presque dans nos gènes quoi. C'est vraiment il nous arrive un truc qui est dans l'actualité, mais évidemment on va pas se taire et on va le raconter et on va le raconter de manière approfondie et détaillée. Super, merci. Donc Cyril Bras, RSSI de la métro. Donc lors de l'entretien, dans notre discussion, tu parlais en fait de pareil, l'importance d'échanger, notamment avec les autres RSSI des autres villes ou des universités. Donc je te laisse la parole. Ouais, bah, exactement, merci. Donc, merci d'être là pour m'écouter. Ouais, clairement, je trouve, du côté des attaquants, il y a un réel partage des informations. Ils expliquent comment ils attaquent, tout ça. Et nous, de notre côté, quand on se fait attaquer, ben, on a plutôt, ce que disait mon voisin, la tendance de pas le dire, de le cacher. Et je trouve que là, on a tort, parce que on peut profiter de l'expérience des autres, rebondir dessus, se dire « Ah tiens, c'est arrivé à telle administration, telle entité, ben, ça peut m'arriver aussi, et peut-être je peux me protéger en mettant les mesures qui vont bien en place. » Ce que je trouve qui manque, clairement, quand on voit les rapports qui sont publiés à droite et à gauche, c'est justement le côté administration, collectivité, le niveau d'administration qui sont concernés par des problèmes de sécurité. Et là, on trouve un peu rien. Donc comme c'est mon métier, il faut que je vende la cybersécurité. Guillaume Popard disait qu'il fallait la rendre sexy dans une autre conférence. Ben, quand je veux la rendre sexy, c'est un peu compliqué si j'ai pas des éléments chiffrés pour dire, ben voilà, dans les collectivités, il se passe ça, 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 ça. Et là, moi, c'est clairement une attente que j'aimais, là, dire, voilà, partagez, dites quand vous faites pirater, même sans dire, il s'est passé, on a tel serveur qui a divulgué telle donnée, mais dire, on s'est fait pirater, l'ANSSI comptabilise, et on a au moins du poids pour dire, regardez, ça se produit, ça arrive. Parce que nous, clairement, en tant que collectivité, l'objectif c'est de donner du service aux citoyens, du téléservice, hein, inscrire les enfants pour aller à l'école, à des activités périscolaires ou autres. Mais si là-dessus, il faut mettre de la sécurité, parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance, et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'usage. Donc, clairement, il faut qu'on arrive à la vendre, mais si on n'a pas les billes pour la vendre, ça pêche un peu, quoi. Donc moi, ma position, c'est ça. Moi, je veux qu'on favorise la collaboration entre nous, entre collectivités, entre administrations, et aussi amener tout le monde à communiquer sur ces incidents sans dire précisément ce qui s'est passé, mais dire ça nous est arrivé, juste pour qu'on ait des jalons pour dire voilà, il s'est passé tant d'incidents sur les administrations, sur les collectivités, et nous, après, on peut le vendre. Donc, voilà. Merci, donc tu vas nous faire une révélation, non? La métro, tu vas nous faire une révélation sur les attaques de la métro? Non? Non, Pas, juste sur les attentes. Je plaisantais. Donc prochain intervenant, Lionel Vincent de d'Atos. Et donc lors de la préparation de ce panel, tu parlais et c'est intéressant l'approche doit changer. En fait, tu disais, il faut essayer de prévenir les attaques au lieu de les guérir, donc être plutôt proactif au lieu d'être réactif. Et pour ça, ça nécessite des compétences peut-être géopolitiques pour comprendre en fait les motivations des attaquants et des hackers. Voilà, effectivement, merci à tous d'être là. On s'aperçoit que pour ce qui concerne les attaques de sécurité de nos clients, il y a effectivement ceux qui se font attaquer, qui essaient de faire en sorte de régler le problème, mais on voit quand même, j'ai envie de donner peut-être une note un peu positive, on voit quand même le niveau de maturité qui commence à augmenter. Et les clients essaient de faire en sorte d'être les plus préparés possible pour détecter les attaques le plus tôt possible et même imaginer qui pourra les attaquer et comment ces attaques-là pourront se produire. Donc en fait, juste pour préciser, peut-être pour le contexte, il faut peut-être expliquer qu'Atos en fait propose des solutions de sécurité pour alors, Atos propose juste pour que en matière de sécurité à peu près tout et n'importe quoi. Ça va du produit de sécurité, de la carte à puce, du logiciel, des dispositifs de chiffrement, aux services de réponse sur incident. Donc où on a en fait des SWAT teams, les équipes d'intervention qui vont en fait reprendre le contrôle de l'infrastructure d'un client qui a été attaqué et essayer de régler le problème. Donc c'est quand même extrêmement varié.
Et donc dans ce cadre-là, on essaie de faire en sorte d'accompagner nos clients, et pas seulement ceux qui se sont attaqués, pour qu'ils aient la meilleure posture possible pour détecter ces attaques et en quelque sorte les prévoir. Et donc, comme on discutait l'autre jour, toute l'importance de la chose, c'est d'arriver à analyser le contexte beaucoup plus globalement que juste des éléments techniques. Il ne s'agit plus seulement de regarder des logs du firewall, c'est important, mais ça vous annoncera pas qui va vous attaquer. Mais regardez par exemple tout ce qui se passe dans le darknet, les attaques, le contexte géopolitique. Quand on est une entreprise qui opère dans un pays un peu éloigné et qu'on se balade avec un petit drapeau français et qu'on fait des activités sensibles ou à très forte valeur ajoutée, on peut être ciblé, pas forcément pour ce qu'on fait soi-même, mais juste parce qu'on se promène avec le petit drapeau français. Donc tous ces éléments-là, il faut arriver à les collecter et en faire quelque chose d'exploitable pour prédire les attaques et conseiller sur la posture adoptée. C'est effectivement une approche très transdiscipline, avec énormément de complexité, mais ce n'est que le début. Donc ça veut dire que vous recrutez dans vos équipes à la fois des informaticiens, mais des gens en sciences politiques Voilà, ou on recrute des profils sciences molles. extrêmement variés, et on a besoin de plus en plus de cerveaux pour faire tout ça. Très bien, merci. Christian, donc je voyais que tu n'étais pas d'accord quand je disais qu'il fallait essayer de prévenir au lieu de réagir, ou au contraire, tu étais d'accord? Nous, c'est notre rêve qu'on puisse prévenir au lieu d'avoir... D'accord. Voilà, donc s'il y a des sachants dans la salle, ça m'intéresse beaucoup. Une thèse sur la prévention des attaques informatiques, ça serait vraiment parfait. D'accord. Mais donc là aussi, lorsqu'on a parlé en fait de l'approche multi-acteurs ou multidisciplinaire à Nancy, tu m'as clairement dit que ça faisait partie des gènes en fait de Nancy, parce que pour sécuriser les banques, le ministère de la Défense, les secteurs du nucléaire, il faut déjà comprendre le métier avant d'apporter des solutions sécurité. Déjà, moi, ma vie dans l'administration est née de l'interdisciplinarité, puisque j'ai été recruté par l'ANSSI au moment de la naissance de l'ANSSI. Je suis allé voir Patrick Payou, qui était le directeur général de l'ANSSI. C'était au moment des débats sur ce qu'il y avait avant Hadopi, droit d'auteur et droit voisin dans la société d'information. Je me battais avec un député contre cette loi, et j'étais allé voir le directeur de l'ANSSI, parce qu'à l'époque, le gouvernement voulait imposer sur les machines des administrations et de tous ceux qui se feraient prendre par une autorité, des logiciels mouchards qui filtreraient les contenus. Voilà. Évidemment, c'était des failles de sécurité pour moi. Et en allant voir l'ANSSI, j'ai dit à Patrick, mais pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas? C'est dangereux. Et il m'a dit, oui, je sais, mais nous, on est des ingénieurs, on comprend pas comment fonctionnent les politiques, ils comprennent rien à nos métiers, et on veut pas leur parler. Et donc, en discutant, je suis retourné voir 2-3 fois, il a fini par m'embaucher. Et donc, pour que je puisse parler aux politiques, pour que j'aide l'ANSSI, c'était une centaine d'ingénieurs à l'époque, j'étais le seul non-ingénieur, mais je servais d'interface. Donc, on voit dès le début de la naissance de l'agence ce besoin il y avait toutes les compétences nécessaires au traitement d'attaques à l'ANSSI, c'est une douzaine de disciplines déjà scientifiques, et là, il fallait un communicant, entre guillemets, quelqu'un qui ait un peu de bagou, juste pour parler politique, pour donner une ampleur, un volume et un rayonnement à ces compétences d'ingénieur qui préexistaient bien avant. Donc on voit déjà la naissance de l'ANSSI, c'est ça. Quelques mois plus tard, on a écrit une stratégie, c'est pareil, il fallait de la communication pour que cette stratégie soit comprise par les décideurs, et la question de la sécurité des systèmes d'information a été l'objet d'un conseil des ministres en 2012, après les attaques contre Bercy et contre Areva. Pourquoi? Parce que on n'a pas dit aux ministres, il faut séparer les postes d'administration de ceux qui qui naviguent sur Internet, etc. On a trouvé d'autres moyens, un langage politique pour s'adresser à eux, et ça a fait l'objet d'un conseil des ministres. En 2015, stratégie pour la sécurité du numérique, c'était plus pour la sécurité des systèmes d'information, mais la stratégie du numérique. Là aussi, dans cette stratégie, on a dit, ça concerne tous les chercheurs qui font de la sécurité ou autre chose, ou qui conçoivent des produits ou des services numériques. Ça concerne le grand public et ça concerne le décideur. Donc on voit qu'à chaque fois, d'autres catégories socio-professionnelles étaient concernées.
Et puis tout de suite, on s'est rendu compte que les savoir-faire des sciences dures ne suffisaient pas pour traiter ces sujets-là. Alors on a suscité l'éclosion de chaires. Alors, il y a une chaire Castex à l'IHEDN, il y a une chaire à Saint-Cyr, à Coët-Quidan, il y en a eu une ou deux autres, et on n'a jamais réussi à trouver cette interdisciplinarité. Puis j'ai eu la chance de tomber par hasard, je ne sais plus où d'ailleurs, sur des Grenoblois, et on a vu qu'Amnesis existait, et c'est exactement ce qu'on cherchait, c'est-à-dire cette capacité à appréhender à partir d'entrées différentes cette question de la sécurité du numérique, et donc on a commencé à travailler avec Karine et Théodore et dans l'ensemble du réseau Amnesis. Et puis, on a vu aussi la montée du juridique dans le numérique. Je ne sais pas si vous l'avez constaté vous, mais non seulement parce que nous, on a imposé un peu de réglementation, mais pas seulement, et notamment à l'international. Guillaume a fait largement allusion tout à l'heure. Le juridique monte de plus en plus. Donc là aussi, il n'y avait pas de juriste du tout à l'ANSSI il y a 9 ans. Maintenant, il y en a 7 ou 8. Alors, c'est pas du droit international, c'est d'autres types de droits. Mais il y a 7 ou 8 juristes qui travaillent tous les jours sur la réglementation, sur des tas de sujets, y compris un peu internationaux, mais vraiment des questions de réglementation. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de disciplines qui sont impliquées dans le numérique, et sans ces disciplines qui ne sont pas des sciences, des techniques, des sciences dures, on n'arriverait pas à avoir la petite efficacité qu'on peut avoir. Super. Donc au début de l'ANSSI, c'était quand la naissance de l'ANSSI? C'était il y a combien d'années, tu disais? 2009. 2009, donc il y a 10 ans. Oui. Il y avait 100 ingénieurs et une personne venant des sciences sociales, donc toi. Oui, aujourd'hui, voilà. Quelle est la situation? Combien d'ingénieurs et quelle est la répartition? Il y a 550 personnes à peu près, et de non-ingénieurs, il doit y en avoir peut-être 80. Qui font de la communication, qui font des relations internationales, qui font de l'administratif. Il y a des Sciences Po, il y a des juristes, etc. D'accord. Très bien, merci. Dernière intervenante, enfin pour le premier tour, donc Karine prof à l'UGA, et donc encore une fois, nous en tant qu'informaticiens, on est convaincus de l'intérêt pluridisciplinaire. Est-ce que tu veux dire 2-3 mots sur l'intérêt pluridisciplinaire pour les sciences sociales? Oui, alors pour les sciences sociales, il y a un intérêt à la fois pour la pluridisciplinarité qui est évidente, et aussi pour l'approche multi-acteurs, je pense, dans le domaine de la cybersécurité. Donc d'un point de vue tout d'abord de juristes internationalistes, si on veut poser le bon diagnostic des enjeux de la cybersécurité, et puis pouvoir trouver peut-être proposer un certain nombre de réponses, puisque tout est à construire, notamment en droit international, il faut vraiment qu'on travaille évidemment avec des informaticiens, avec les cryptologues, mais aussi qu'on connaisse aussi les besoins des entreprises, des acteurs institutionnels, parce que sinon on va être à côté, très clairement. Donc ça c'est un enjeu important, et Amnesis l'a bien montré à quel point ça pouvait très bien fonctionner, puisque ensuite Amnesis a été reconnu comme l'un des 2 centres de recherche, un des réseaux de recherche en cybersécurité, et puis le Grenoble Cyber Security Institute vient aussi compléter l'ensemble de ce point. Ce qui est intéressant aussi de remarquer d'un point de vue peut-être aussi des sciences sociales, c'est que effectivement les acteurs privés sont très, très présents en matière de cybersécurité, et sont aussi très présents maintenant dans la régulation. C'est-à-dire qu'on voit un essor important de grandes compagnies qui veulent prendre leur place dans la régulation. L'appel de Paris, c'est une initiative du gouvernement français, mais qui est aussi très soutenue par Microsoft, et on voit énormément une prolifération d'initiatives. Siemens vient de publier sa Charter of Trust avec 6 grands principes qui notamment visent à engager des grandes entreprises. Derrière, il y a Airbus, il y a aussi Atos dans la Charter of Trust qui s'engage à dire qu'il faut promouvoir notamment la certification des infrastructures critiques, la sécurité par défaut. Microsoft s'est lancé dans la 5e convention de Genève en essayant d'engager les États à ne pas attaquer les infrastructures critiques en temps de paix, et à limiter la prolifération des armes informatiques. Donc on voit finalement énormément d'acteurs privés qui souhaitent prendre leur rôle, et ceci dans un moment où on a du mal à se coordonner sur le plan international. L'ONU, il y a eu un échec avec le dernier groupe d'experts gouvernementaux sur la cybersécurité. Ils n'ont pas pu adopter un texte, un rapport commun. Maintenant, on a des résolutions concurrentes au sein des Nations Unies. D'un côté, une résolution qui est soutenue par les Occidentaux, une autre résolution qui est plutôt supportée par la Russie et la Chine, avec des visions différentes
de la régulation. Et donc on est dans un moment où on n'a plus vraiment de forum de négociation. Et c'est là où peut-être le chercheur intervient aussi, parce que quand on a fait cette conférence à l'UNESCO avec l'ANSSI, dans le prolongement de cette conférence, on a vraiment réfléchi à quelle gouvernance. Quelle gouvernance multi-acteurs on pourrait proposer, parce qu'il y a l'échec des Nations Unies, il y a 1000 choses. Et donc avec Théodore, et puis on a publié donc un article sur la création au sein de l'OCDE d'un forum sur la cybersécurité. L'ANSSI nous a beaucoup donné aussi d'informations pour réfléchir et bien réfléchir sur ce que pourrait être un tel forum. Ce forum, il a été créé au sein de l'OCDE. Il va y avoir sa première conférence, là, 13 et 14 décembre. Et ce qui est assez intéressant, pourquoi c'est intéressant ce type de forum? Parce que l'OCDE est capable d'intégrer dans les négociations non seulement les États membres de l'OCDE, mais aussi tous les autres États du monde qui sont intéressés. Il peut intégrer aussi les académiques, les universitaires et aussi, bien sûr, les entreprises qui ont leur mot à dire. Et quand on regarde les thèmes du forum, eh bien, c'est vraiment multi-acteurs et multidisciplinaire. C'est impressionnant, le forum, là, c'est parmi ces thèmes, on va parler de security by design, privacy by design, de la question de la divulgation des vulnérabilités, des patchs, la question du hackback. Bref, donc ça montre vraiment que l'information doit vraiment circuler entre tous les acteurs et aussi entre toutes les disciplines. Juste pour donc la motivation en fait des acteurs privés, est-ce qu'elle c'est vraiment d'apporter quelque chose ou d'éviter la régulation? Ce qui s'est un peu passé dans la protection des données personnelles, et on sait très bien que l'autorégulation ne fonctionne pas. Il ne faut pas laisser parler les acteurs privés pour ça. Non, moi j'ai été, je te donne là, j'ai été frappé par la conférence de l'UNESCO, un des vice-présidents de Microsoft, Scott Charney, a dit cette phrase toute simple, c'est « nous sommes le champ de bataille ». Et de fait, nous, dans les attaques informatiques qu'on traite, c'est souvent l'Active Directory qui est visé, et donc typiquement les produits Microsoft. Et Microsoft, je pense, en a marre, parce que ça lui coûte de l'argent, d'avoir à répondre ou de soutenir le réseau de la planète Mars parce qu'il est attaqué par Vénus. Voilà. Donc les États s'attaquent les uns les autres, ou des criminels, mais c'est bien souvent les États, hélas, et Microsoft doit intervenir pour soutenir tel État contre tel État, quand ce n'est pas son État d'origine qui lui demande d'installer des backdoors dans ses produits. Donc on voit bien que les entreprises en ont un peu assez d'être le champ de bataille des États, en fait. Et donc, d'une certaine manière, pour les entreprises, c'est d'éviter de dépenser de l'argent et de l'énergie pour ça, et d'éviter d'avoir des problèmes politiques, et une des raisons, c'est ça aussi. Un autre point aussi, et là pour le coup, les acteurs privés n'essaient pas systématiquement d'échapper à la régulation, au contraire. C'est pour ça qu'Atos a signé Chart of Trust. Rapproche, ouais. Le micro, peut-être. En fait, les acteurs privés ont un grand besoin de régulation. Parce qu'il y a besoin de règles du jeu. Et il y a besoin, finalement, d'un écosystème sain dans lequel on puisse s'exercer sans autre contrainte que, finalement, la compétence de chacun et l'adéquation aux besoins des clients, sans être dans un terrain miné en permanence. Donc effectivement, je pense que pour ce qui est de la cybersécurité, les acteurs privés sont quand même très très largement convaincus d'un grand besoin de régulation et de coopération dans une interaction saine avec les autres acteurs. Julien Martin là qui voudrait réagir. Moi je vais faire un peu de mauvais esprit, mais... Je t'en prie, t'es là pour ça. Mais il faut quand même se rappeler le double événement de l'année 2017, WannaCry et NotPetya, qui se propage avec des failles Windows. Alors, on peut avoir un débat sans fin sur qui est responsable, mais dans tous les cas, dans ce débat, à un moment donné, il y a la question qui se pose de la responsabilité de Microsoft. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est le jour où il y aura une attaque terrible, quelque chose qui fera vraiment des dizaines des morts, ça leur fait peur, cette question de la responsabilité. Notamment avec les hôpitaux en Angleterre qui utilisaient des Microsoft pour lesquels il n'y avait plus de patch, quoi. Quelle est la responsabilité? Non, mais là, en l'occurrence, pour rebondir sur l'exemple que tu donnais, il y a effectivement une responsabilité importante des acteurs privés. Ouais, enfin moi, je suis quand même frappé par le fait que souvent ce sont les États qui conçoivent des armes numériques, que ces armes numériques utilisent des zero day, et que les États feraient mieux de donner les zero day aux éditeurs pour qu'ils corrigent les vulnérabilités. Voilà. Le vrai risque pour le numérique, ce sont les États aujourd'hui. Hein. Donc,
arriver à assécher un marché des zero day et à aider les éditeurs à faire des produits plus sécurisés, ce serait une bonne chose. Et ça, si les acteurs privés mettent pas la pression suffisante, les États n'ont pas la sagesse de le faire spontanément. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Parce que sur la partie régulation, tu avais justement un bon argument lors de notre entretien, c'était le fait que ça forçait en fait les industriels à en parler, quoi. Il y avait... En tout cas, enfin, le côté réglementaire, même sans aller au-delà des industriels, ça fait réagir. Pour moi, l'arrivée du RGPD, c'est du pain béni. Pour vendre, là, on a clairement un argument, le coût de la non-sécurité. On peut l'afficher, voilà, c'est telle amende si on respecte pas. Moi, c'est ce que je dis quand j'interviens pour arbitrer des problèmes de sécurité, qu'on dit la sécurité, c'est un frein. Ok, ben, provisionner tant d'argent, il n'y a pas de souci, vous prenez le risque, il n'y a pas de... Mais ça fait vraiment bouger les lignes, c'est une bonne chose. Et pour rebondir aussi sur le côté mise à jour et autres problèmes, on parlait en introduction du côté Smart City et autres, il y a eu le piratage de la ville d'Atlanta en début d'année, qui pour moi est un super exemple, où on avait le RSSI de la ville d'Atlanta qui agitait des drapeaux pour dire « Eh oh, on ne fait pas les mises à jour, on fait rien ». Et de l'autre côté, le côté élu qui vendait le côté Smart City, on est Smart City, ville intelligente, et qui se retrouve du jour au lendemain devant son pupitre à annoncer désolé, on ne peut pas assurer notre mission de service public parce qu'on s'est fait pirater, il n'y a plus rien qui marche. Donc c'est bien qu'il y ait du cadre, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui pousse à pas juste avancer vers des nouveaux besoins, des nouvelles technologies qui sont nécessaires et que les gens apprécient, mais il faut qu'elles se fassent dans un cadre correct, pour qu'on soit sûr de l'usage et qu'on ait des résultats au final. Merci. Pour revenir sur le rôle en fait des acteurs privés, il faut en plus savoir que souvent en fait c'est elles qui ont les données, quoi. Quand on réfléchit un peu aux attaques qui utilisent les fake news ou les attaques type Cambridge Analytica, il n'y a que eux en fait qui ont les données qui permettent effectivement d'identifier les attaques. Donc ça renforce l'idée qu'il faut effectivement avoir une approche multi-acteurs entre privé et public. Donc pour continuer j'avais ma liste de questions. J'avais une question qui m'avait été posée sur comment se préparer contre les nouvelles attaques. Alors je ne sais pas si c'est une question qui vous inspire, notamment les attaques qui utiliseraient l'intelligence artificielle ou les attaques sur les systèmes d'intelligence artificielle. Bon, on passe à la question alors. Il faut prier, oui. Ok. Non, mais je savais que ça allait être compliqué. L'intelligence artificielle, les attaquants sont déjà en train de les utiliser. Intelligence artificielle, ceux qui les développent ne sont pas suffisamment pervers. Ils ne pensent pas qu'on va empoisonner les données, etc. etc. Donc demain, ça va être pire qu'aujourd'hui. Voilà. Notamment grâce aux États. Oui, effectivement, les États ont les moyens d'être très très créatifs. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, c'est qu'on arrive à avoir des IA qui sont finalement capables de trouver des choses auxquelles on n'aurait pas pensé immédiatement. Autant qu'on arrive à entraîner correctement ces IA. On en est encore vraiment au balbutiement, mais voilà. De toute façon, effectivement, la situation va empirer, donc il va falloir qu'on devienne encore plus créatif. Et c'est pas gagné. Karine, je pense. Je pense que, en tout cas sur le plan de la régulation, je pense que le droit a quelque chose aussi à dire pour la prévention. C'est-à-dire qu'il faut arriver aussi à imaginer des règles qui vont s'imposer aux États, ou qui s'imposent d'ailleurs déjà aux États, comme par exemple l'obligation de due diligence, pour leur rappeler leur responsabilité aussi dans le cyberespace, qu'ils ont déjà des règles qui s'appliquent dans le cyberespace, qui viennent du droit international général, et qui les obligent à certaines choses, et notamment par exemple à prévenir des actions qui sont conduites depuis leurs infrastructures et qui portent atteinte aux autres États. Et si on est capable déjà de rappeler aux États et de promouvoir, à travers par exemple le Paris Code, etc., que les États ont déjà des obligations dans le cyberespace et qu'il va falloir quand même qu'ils assument ces obligations, parce que derrière il peut y avoir l'engagement de leurs responsabilités, je pense que là ça va jouer un rôle important pour peut-être temporiser certaines envies des États. Je suis ravi de voir des gens qui croient encore dans le...
Merci Karine, c'est rafraîchissant. Qui croit encore Non, dans le non, droit mais international. je suis d'accord, j'y crois aussi, mais il faut lire là. Je vous recommande la lecture de la dernière stratégie nationale de cybersécurité des États-Unis. L'introduction est signée Donald Trump, et le troisième pilier de cette stratégie, c'est la paix par la force. Et donc, voilà. Donc on n'est plus à la paix pour le droit, qui a été, me semble-t-il, depuis 100 ans, ce qu'ont essayé de faire les nations. Aujourd'hui, c'est la paix par la force. Il y a eu Snowden qui a révélé un certain nombre de documents en 2013. On a vu pendant la campagne américaine, les élections américaines, les Américains ont dit aux Russes, attention, on a piégé vos réseaux d'électricité et de communication. Si vous continuez, on va les faire dysfonctionner. Vous imaginez, ça veut dire que les réseaux civils russes sont aujourd'hui piégés. Les nôtres aussi, sans doute. Hein. Dans le monde matériel, c'est complètement inconcevable. Ça, c'est fait. Et aujourd'hui, c'est la paix par la force. Donc moi, je suis assez inquiet. L'échec du GGE, avec d'un côté les méchants, c'est les quatre habituels, hein, les Iraniens, les Coréens du Nord, les Chinois et les Russes, qui disent qu'il faut un traité international avec des choses interdites et des choses qu'on peut faire. Et de l'autre côté, les Occidentaux, dont la France, même si elle commence à dévier un peu, heureusement, qui disent non, il faut qu'on continue de discuter, tout ira bien. Donc je suis un petit peu inquiet pour la suite des événements. Donc, ouais. Juste une chose, les juristes ne sont pas angéliques. Et quand on dit qu'ils ont des obligations, c'est parce que pour nous permettre aussi d'avoir des réactions. Et on le voit actuellement émerger. Alors ça pose énormément de difficultés, hein. On est très clair, mais par exemple l'Union européenne a lancé sa Cyber Toolbox. La Cyber Toolbox, c'est de donner des instruments aux États pour faire face à des cyberattaques qui violeraient le droit international, de réagir. Et de réagir en prenant toute une série de mesures, de sanctions. Alors évidemment, ça va poser énormément de problèmes. Le premier problème, on est d'accord, c'est le problème de l'attribution, qui va être énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en droit, quand on pose des obligations, c'est pour nous permettre aussi de réagir face à la violation de ces obligations. Donc voilà, on est un petit peu méchant aussi. Moi, franchement, il faut faire cette démarche-là. Je crois aussi à l'action des acteurs privés et des ONG. On appelle ça la société civile. Moi, j'aimerais bien que les opinions publiques se mobilisent. Elles le font déjà en partie, mais aussi contre l'attitude des États et les acteurs privés. Moi, je suis ravi de l'initiative de Siemens ou de Microsoft ou d'autres initiatives pour essayer de faire bouger les opinions et les États. Martin, tu voulais réagir? Je te voyais, non? Opinion publique. Moi, je suis comme Christian, hein. Moi, je suis absolument effaré par ce sur quoi je dois écrire régulièrement. Et non, mais sincèrement, ce que dit Guillaume Poupard, qu'il y aura des morts, journalistiquement, c'est vrai. Enfin, je veux dire, tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, vont dans cette direction en tout cas. Et donc, il y a des efforts en termes juridiques, il y a eu le GGE qui va peut-être recommencer, il y a eu l'appel de Paris, il y a les initiatives privées, mais sincèrement, ces 5 dernières années, est-ce que ça a eu le moindre effet? Je suis pas certain. Et la seule solution que je vois, c'est d'augmenter les défenses, mais ça a comme présupposé qu'on arrive à le faire plus vite que les attaquants. Voilà. Et sincèrement, je suis pas certain. Mais bon, je suis pas technicien, c'est un peu un avis. Karine, tu voulais... Enfin, sinon, juste pour rebondir sur le droit international, effectivement, il y a le problème de l'attribution qui est importante, et sans résoudre le problème de l'attribution, ça va être compliqué, j'imagine, de faire respecter le droit international. Non? Je sais pas si tu veux réagir. Mais, et du coup, ça me fait penser à une fois, je discutais avec une personne qui travaillait à la DARPA, donc à la mer américaine, qui me disait que eux avaient résolu le problème de l'attribution techniquement, et je leur avais demandé comment. Ils me disaient, tu rigoles, on va pas te le dire. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que pour la France, est-ce que pour l'ANSSI, le problème de l'attribution est vraiment aussi compliqué qu'on le dit, quoi? Alors, c'est pas notre métier d'attribuer. Nous, on est du côté des victimes, on se fiche un peu des attaquants, même si on a quelques idées. L'attribution, c'est une décision politique. Et l'ANSSI contribue à la formation de cette décision, mais l'ANSSI ne fait pas l'attribution. C'est plutôt les services de renseignement dont c'est le métier. Donc, ce qu'on pense, nous, d'abord, c'est une décision politique. Et d'autre part, si des États estiment avoir des capacités d'attribution, c'est qu'ils ont parallèlement les capacités d'espionnage qui vont bien.
Donc, quand vous avez un pays qui espionne la Terre entière, avec des capteurs partout dans le monde, et même dans l'espace, et même dans les océans, probablement il a de meilleures capacités d'attribution qu'un État qui n'espionne pas la Terre entière. Voilà. Donc, si un État dit je suis capable d'attribuer, c'est qu'il a cette capacité-là. Le problème, c'est qu'il ne peut pas rendre public ses preuves d'attribution, puisque ce serait dévoiler en même temps son réseau d'espionnage. Donc là aussi, on est dans une espèce de mauvais cercle, et il n'y a pas de sortie possible. Karine, tu voulais... Oui, bien sûr. Pour revenir sur les questions d'attribution, alors effectivement ça peut être un énorme problème quand on va vouloir adopter par exemple des sanctions ciblées contre un pays et lui attribuer une attaque, mais on a un deuxième mécanisme quand même en droit international qui est vraiment important et qui permet de réagir sans réellement attribuer, c'est-à-dire c'est de prouver qu'on a une cyberattaque récurrente qui vient toujours de même structure, d'un même territoire. On ne va pas dire forcément que c'est tel État qui est derrière, que par exemple la Russie ou la Chine sont derrière cette attaque, mais que de façon récurrente, ça passe toujours par eux. Et ils ont une obligation en tant qu'État souverain aussi de faire en sorte que les activités qui sont conduites sur leur territoire ne portent pas atteinte aux États tiers. Et donc là, on ne fait pas vraiment du naming and shaming en disant que ce sont toujours les Russes et les Chinois qui nous attaquent. C'est peut-être aussi de développer des discours, des dialogues avec eux en leur disant écoutez, on sait que l'attaque, elle vient très souvent de vos structures et en droit international, il y a quand même des obligations et on pourrait peut-être monter le pont à un moment donné sans dire que c'est vous qui attaquez. Mais ça passe par vos structures. Oui, mais alors pour que ce principe s'applique, il faudrait qu'on dise à quoi correspond le territoire numérique d'un État. Bon, après, on repassera. Alors, c'est la question oui et non. Il y a quelques années, quand on a commencé sur ces questions d'application du droit international dans le cyberespace, on nous a expliqué que c'était une 5e dimension, qu'il n'y avait absolument aucun territoire, etc. Et puis quand on a fait le GDPR, tout à coup, on est arrivé à territorialiser. Il y a un certain nombre d'infrastructures numériques qui sont bien quand même localisées sur le territoire. Donc déjà, sur ce point de vue-là, on a de toute façon toute une série de règles qui sont aujourd'hui développées en droit international ou en droit européen et qui sont liées quand même à une territorialisation d'un certain nombre d'activités. Donc déjà, on pourrait commencer par là, même si effectivement, Christian, tu as raison, il y a plein de questions qui se posent actuellement sur le territoire numérique, la souveraineté des États sur le numérique. Non, je passe à autre chose. Donc sur les 10 dernières minutes qui restent pour le panel, j'avais 3 questions. Donc je posais 3 questions et vous me dites laquelle vous inspire le plus. La première, peut-être pour Martin, c'est comment faire adhérer les citoyens à ces problèmes de cybersécurité ou même problèmes liés à la protection de la vie privée. Souvent, comme disait Guillaume, les gens répondent « j'ai rien à cacher, pourquoi je devrais sécuriser mes communications ?» Je posais mes 3 questions, comme ça les autres ont oui, peut-être parce le que temps de celle-là, réfléchir. j'ai pas la réponse. Hein. Ouais. Bon, je te laisse un peu de temps. Deuxième question. Deuxième question sur la formation. Donc c'est peut-être une question plus pour les industriels et pour les enseignants. En termes de formation, que pensez-vous des formations actuelles? Est-ce qu'elles correspondent aux besoins? Et si on devait créer une formation idéale pour résoudre ce type de problème, quelle serait-elle? Est-ce qu'il faudrait former des ingénieurs aux sciences sociales ou l'inverse? Est-ce qu'on devrait prendre des gens, des juristes et les former à l'informatique, etc. Donc, ouais, je vous laisse réfléchir un peu. Et troisième question, qui est une question qu'on m'a demandé de poser explicitement. Qu'est-ce que vous attendez d'un centre comme le Cyber Security Institute de Grenoble? Voilà. Donc voilà, 3 questions. Martin, tu as le temps de réfléchir? Oui. Alors, je vais prendre la partie de ta question sur comment intéresser les gens à leurs données personnelles. Bon. Il y a la question de la sécurité informatique en général, mais ça, c'en est une sous-partie. Je pense que souvent, ce qu'on dit aux gens pour essayer de les faire culpabiliser, leur dire « regarde tes données personnelles, c'est hyper important », on le prend sur un point de vue individuel. C'est regarde s'il y a jamais il y avait tous tes courriers, toutes tes photos, tous tes mails publiés sur Internet. Bon, ce serait affreux, c'est un bon exemple, mais je pense que on peut trouver une autre façon de voir qui à mon avis est une bonne clé de compréhension. C'est un petit peu comme la pollution. On sait tous que polluer c'est pas bien. On sait tous que ce qu'on fait individuellement, pris
agrégées, c'est la pollution, c'est affreux, c'est en train de tuer la planète. Sur les données personnelles, c'est pareil. On utilise tous Google, ou presque tous Google, on utilise tous Facebook, de moins en moins, enfin, peu importe. Et pourtant, on continue à le faire. Et en fait, c'est plutôt que des conséquences individuelles, cette perte de contrôle des données personnelles, c'est plutôt une conséquence collective. Il y a juste un exemple récemment qui montre bien ça, c'est l'affaire justement Cambridge Analytica. La question, et ce qui a fait scandale, c'est pas tellement est-ce que Donald Trump a lu mes messages sur Facebook, c'est pas tellement ça, c'est plutôt qu'il y a une entreprise proche de lui qui a pu utiliser des données personnelles agrégées, prises dans leur ensemble, pour faire des publicités ciblées, tellement ciblées qu'elles ont pu détourner la nature de l'élection. Là, on est sur un danger collectif, sur un danger démocratique de à quel point des publicités ciblées sur la base de nos données personnelles ont pu changer le cours démocratique d'un pays. Et donc c'est un peu ça que donc je me dis de plus en plus qu'au lieu de dire c'est faux, tu as plein de choses à cacher et tu voudrais pas que ton téléphone soit sur Internet, plutôt poser le débat au sens collectif. On est en train de créer une société qui dépend de plus en plus des données personnelles. Est-ce qu'on en garde là actuellement le contrôle? J'en suis pas certain. Je trouve l'exemple de Cambridge Analytica, effectivement, c'est un très bon exemple parce que ça montre que les données sont collectées pas uniquement pour surveiller de façon passive les personnes, mais qu'elles sont utilisées pour manipuler. Il n'y a personne chez Facebook ou chez Google qui regarde directement voilà. individuellement nos messages. Donc, mais c'est pas ça le Il problème. y a vraiment une action active, enfin quelque chose d'actif qui est de manipuler la façon dont les gens raisonnent et prennent des décisions. Et c'est effectivement, je suis pas sûr que tout le monde ait compris, que le grand public ait compris en fait l'importance de ce type d'affaires. Mais je trouve qu'effectivement, ça illustre bien la problématique aujourd'hui. D'autres interventions sur ce sujet ou sur les autres questions? Je veux bien réagir sur la dernière question, sur les attentes. En fait, les collectivités, enfin, dans nos éléments qu'on gère, il y a aussi les systèmes industriels. Et c'est pas des systèmes grand public, c'est les feux de circulation, c'est, enfin, je sais pas, plein d'exemples comme ça. Et là, par contre, il y a peu d'informations. Moi, j'ai regardé parce que j'ai eu accès dans mon précédent boulot, j'étais au CNRS, donc j'avais accès aux publications scientifiques. Et clairement, sur des scénarios d'attaque, sur des feux de circulation, j'ai trouvé une publication. Il n'y a rien. Et tous ces aspects-là, ben là, moi, j'aimerais qu'on creuse ces côtés-là. L'eau potable, les eaux usées des scénarios, des choses qui peuvent se passer, et en quoi ça pourrait nous aider, nous, à améliorer nos systèmes. Là, oui, là moi, j'ai des attentes. Tu parlais justement, lors de la préparation, d'une application précise. Tu peux garder le micro, parce que c'était justement une intervention qui intéressait les deux. La ville intelligente, tu disais, effectivement, ce serait bien de travailler, réfléchir aux applications style ville intelligente. Et Christian me disait, effectivement, c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup l'ANSSI et qui voudrait monter en puissance sur ce type de sujet. Absolument, mais simplement on n'a pas le temps de travailler parce qu'il faut déjà qu'on travaille sur ce qui se passe aujourd'hui, mais on sait que demain, quand la ville sera intelligente, si elle l'est un jour, la superposition des grilles et l'interaction entre les grilles va être du pain béni pour les attaquants parce qu'ils vont forcément trouver des failles, et là les problèmes commencent. Point. Deuxièmement, les données. Comment protéger les données critiques et à quel moment dans cette ville intelligente. Donc il y a des tas de sujets. Moi j'attends beaucoup de cet institut de travailler sur ces sujets-là. Et d'autres, tout ce qui peut permettre d'anticiper un peu les choses, qui demande un peu de recherche justement. Les administrations, nous, l'ANSSI, alors il y a 180 personnes qui sont dans notre sous-direction expertise, dont une partie fait beaucoup de recherche, mais quand même il y a des sujets qui sont un peu en amont, qu'on n'a pas le temps. On sait que ça va arriver, mais on n'a pas le temps de voir. Et particulièrement le sujet des villes intelligentes, déjà l'ANSSI ne s'occupe pas beaucoup des collectivités, mais là, ça va être un vrai problème de sécurité pour tous, pour le coup. Et là, aucune administration en France, à ma connaissance, l'administration centrale, se préoccupe des villes intelligentes. Or, on sait que ça va arriver. Et là, ça va être un vrai bazar. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc si on met en place un projet dans le cadre de l'Institut sur les villes intelligentes, on peut compter sur la métro, l'ANSSI, Atos. Et j'ai vu quelqu'un de la ville de Grenoble, peut-être la ville de Grenoble aussi. Ah. Oui, effectivement. Territoire. Et effectivement, tous ces sujets-là. Tu rapproches au micro. Effectivement, tous ces sujets-là sont des axes de travail. Il y a aussi des Internet of Things.
tous ces objets connectés qui aujourd'hui sont un peu les laissés pour compte de la sécurité et qui deviennent de plus en plus des relais d'attaque pour des attaques finalement assez puissantes et assez construites sur d'autres systèmes, mais voilà, ça pose énormément de problèmes sur lesquels il va falloir travailler. On interconnecte tout, et cette superposition effectivement de grilles jusqu'à l'utilisateur peut être transformée en arme extrêmement puissante. Elle le sera. Donc, il va falloir qu'on arrive à travailler, à maîtriser tout ça. Avec énormément de données personnelles aussi. Donc il y a aussi l'aspect protection de la vie privée qui est Oui. important. Puis les États vont attaquer les villes Ouais. intelligentes. Donc, Karine? Oui, et effectivement, il y a tout l'enjeu de formation derrière, parce qu'il y a la nouvelle génération qui va devoir affronter tout cela. Et pour l'instant, on est souvent un peu encore dans des schémas très disciplinaires. Et donc, je pense que aussi l'un des objectifs de l'Institut, à travers un institut multidisciplinaire, c'est aussi montrer à la nouvelle génération la nécessité d'avoir ce dialogue multidisciplinaire qui doit se faire dans les formations. On essaie déjà dans différents masters, sécurité internationale et défense, arrière juridique internationale, sécurité des systèmes informatiques, de faire intervenir des personnes de différentes disciplines. Claude, il vient trouver nos étudiants, nos juristes pour leur parler d'informatique. Nous, les juristes, on peut intervenir dans des masters pour parler de droit à des informaticiens. Et ça, c'est vraiment nécessaire de le faire au moment où le cerveau est encore un peu plastique, de commencer à développer ces interactions et de faire venir aussi les acteurs dans nos formations, qu'ils acceptent de faire des présentations pour montrer un peu la complexité de l'écosystème et pour que la nouvelle génération soit vraiment bien formée. Merci. Martin, tu voulais réagir sur qu'est-ce que tu attendrais d'un... Pour permettre à Martin de réfléchir. Pardon. Parce que je crois que La question, c'est qu'est-ce que notre centre pourrait apporter. Tu te rappelles? moi, je crois, pour aller dans le sens de Karine, moi je suis frappé, on a recruté il y a 2 ans une juriste formée par un master d'ici, et elle a demandé tout de suite d'aller dans un service technique chez nous, des gens qui font de la remédiation d'attaques informatiques. Elle a bien compris que si elle voulait être performante dans ces métiers liés au juridique, il fallait qu'elle comprenne exactement la technique. Moi je suis frappé parfois d'entendre certains diplomates parler et dire des choses qui ont sans doute un sens en matière diplomatique, mais si on ajoute un peu de technique, du numérique derrière, ça ne veut plus rien dire du tout. Donc cette idée de culture croisée, c'est vraiment important. Et je suis pas forcément convaincu que les ingénieurs iront vers des sciences autres que les sciences dures. En revanche, je crois vraiment que toutes les autres disciplines peuvent acquérir le minimum de techniques qui permettent d'être bien plus performants à chaque fois dans sa matière. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, alors là, pour les formations informatiques pures, moi je suis assez frappé par ce que font les Israéliens. Alors c'est un pays en guerre, c'est certes différent, mais pour détecter les talents et former des gens qui font de la défense informatique et de l'attaque aussi en l'occurrence, mais ils font ça très tôt, en cours du soir dans les lycées, ils repèrent des gens. Je pense il faut trouver d'autres manières. Alors on n'est pas en guerre, heureusement, enfin, en tout cas en guerre ouverte, mais il faut vraiment qu'on trouve d'autres manières de recruter. Il faut beaucoup d'imagination dans ces domaines-là, et ça peut venir que de vous, quoi. C'est vrai qu'il y a du boulot, parce que je regardais justement la formation à Sciences Po, il n'y a aucun cours sur ces aspects-là, quoi. Cybersécurité, les aspects cyber sont vraiment sont pas du tout présents, quoi. C'est quand même un peu aberrant pour une école comme Sciences Po, je trouve. Et c'est vrai que moi je le vois aussi dans mon travail au quotidien, c'est qu'à la fois les hommes et les femmes politiques, les diplomates, les policiers ou les gendarmes, chacun un petit peu à leur niveau, on sent que, ou les magistrats, ça c'est un drame absolu, n'ont pas ne serait-ce qu'une connaissance, superficielle ou de base du numérique entre guillemets, de comment Internet marche, etc. Et ça c'est à mon avis très préjudiciable, parce qu'aujourd'hui toutes les sphères de la société sont infiltrées par le numérique, et ça pose des graves problèmes. Que les magistrats soient mal formés au numérique comme c'est le cas encore aujourd'hui, c'est vraiment un vrai problème. Merci. D'autres réactions sur mes questions, ça va? Je vais arrêter de vous torturer, je vais poser
demander au public de poser d'autres questions, Oui, un peu plus Martin, intelligentes. Chez les magistrats, c'est un vrai problème. Il y a 2 magistrats au parquet de Paris qui sont formés à ça. Donc dans toute la France, c'est une compétence nationale, il y a 2 magistrats. Donc, on voit bien qu'on n'est pas au niveau. Donc il y a du travail. Il y a du travail. Donc on va ouvrir maintenant le panel à des questions du public. Donc il y a une question là-bas. Quelqu'un a un micro? Bonjour, Naël Kaufmann du projet CyBIS, Cyber International Security de l'Université Grenoble-Alpes. Je voudrais réagir à quelque chose qui a été dit sur si vous êtes attaqué, faites-le savoir. Moi, j'ai travaillé pour différentes agences et je ne vais pas les citer ici parce que ça les mettrait en mauvaise posture pour certaines d'entre elles. Et j'ai été témoin de ces attaques. J'ai vu des systèmes qui ont été piratés. Et c'était des organisations qui faisaient appel à des financements extérieurs, qui étaient souvent prestataires de services. Si vous publiez ça, vous perdez tous vos clients ou tous vos fournisseurs de financement. Donc, une des questions, c'est est-ce qu'il y aura un moyen de faire que il y a un vrai besoin en sciences sociales, en sciences juridiques, en sciences de l'informatique, d'avoir un retour sur ces connaissances, de faire que, comme on le fait à l'INSEE, on collecte des données individuelles, mais après on les anonymise, on les pseudonymise, et elles sont utilisables pour les chercher en sciences sociales. Première chose. Et le deuxième frein que je vois, c'est que si, par exemple, mettons l'ANSSI ou une autre agence collecte ces données, les anonymise, s'il y a des centaines d'institutions en France qui se font pirater, l'ANSSI peut se faire pirater. Donc cette base de données, si elle était piratée, ça permettrait à tous les pirates d'avoir une connaissance extraordinaire sur toutes les failles, non seulement technologiques, mais les failles humaines, sur les systèmes, sur les procédures. Et donc c'est un deuxième frein, selon moi, à la diffusion de cette information qui pourtant est importante. Qu'en pensez-vous? Bon, pour pirater l'ANSSI, il faut se lever tôt. Non, mais l'ANSSI pourrait aussi anonymiser les données, les garder anonymisées. Mais l'ANSSI le fait tous les jours. Ouais. On traite d'attaques majeures, on traite une vingtaine d'attaques majeures par an. Bon, vous n'en avez jamais entendu parler. Ce sont des attaques majeures contre des grandes administrations, des grandes entreprises françaises ou des entreprises critiques. Vous n'en entendez pas parler. Et pourtant, les autorités politiques sont au courant de ces attaques. Mais merci d'avoir donné une bonne idée aux attaquants. Oui, je pense. Jusqu'à maintenant, rien n'a été révélé, donc il y a des procédures de secret et on est suffisamment sensibilisé pour tenter que ce ne soit pas révélé. Mais c'est d'ailleurs, c'est aussi une question de confiance. Les gens qui s'adressent à nous savent qu'il y a peu de chances que ce soit dans la presse le lendemain. Pardon, Martin. Et là. Ou si ça l'est, si je peux donner un témoignage, quand on est intervenu auprès d'Areva, en 2012, il y avait une grande attaque contre Areva à des fins d'espionnage, et un journaliste avait trouvé, parce que quand on intervient dans une entreprise, il faut d'abord que dans l'entreprise, personne ne parle de cette attaque sur le réseau de l'entreprise, sinon l'attaquant, c'est immédiatement qu'il est repéré, et donc il se cache. Bon. Et comme au début, alors maintenant ça va un petit peu plus vite, mais au début, il fallait on prenait à peu près 3 mois pour comprendre comment était rentré l'attaquant, refaire la cartographie du réseau, etc. Prévoir les 150 opérations, c'est à peu près le nombre qu'il faut pour remettre le réseau en état, etc. Bon. Un journaliste avait eu vent, sans doute par quelqu'un de l'intérieur, qu'une attaque avait eu lieu, et on avait négocié avec lui le fait qu'il retarde de 15 jours la divulgation de cette attaque, parce qu'on avait prévu vous savez, à la fin, quand on va sortir l'attaquant, on coupe Internet, on fait les opérations et on remonte Internet. Et il voulait sortir, c'était un hebdomadaire, il voulait sortir 2 jours avant le fait qu'on coupe Internet, ce qui aurait été une catastrophe du point de vue de la résolution de l'incident. Et donc il avait donc les journalistes sont compréhensifs, mais l'idée, c'est quand même que personne ne sache que l'entreprise est attaquée, parce qu'on pourrait imaginer un mécanisme simple. Un concurrent attaque une entreprise, l'attaque est révélée, le cours en bourse diminue, et le concurrent rachète l'entreprise. C'est un peu grossier, mon scénario, mais ça pourrait très bien arriver. Donc il y a vraiment une question économique et d'emploi, donc au bout du compte, et de perte de valeur, à laquelle il faut être très attentif. Parce que si on anonymisait les données, est-ce que un journaliste pourrait publier un article? Ça n'aurait plus aucun intérêt, quoi. Les gens, ils sont juste intéressés qu'Areva s'est fait hacker. Voilà. Non, c'est une question que je pose, parce qu'il y a, paraît-il, à l'INRIA,
des équipes qui anonymisent les données et d'autres qui désanonymisent les données, et celle qui gagne, c'est toujours celle qui désanonymise. Alors, est-ce qu'on peut... Mais c'est sans doute une légende urbaine, je ne sais pas, mais elle est parisienne en tout cas. Mais donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment anonymiser des données? Très bonne question, mais là il me faudrait un peu plus de temps pour répondre. Je voulais rebondir sur le sujet, parce que c'est un peu ma question du départ. Évidemment, l'idée c'était pas de dire il s'est passé ça ou ça, mais voilà, avoir par exemple des chiffres. Il y a eu 20 incidents majeurs en France, ben ça c'est une belle, enfin, c'est un bon chiffre, ça suffit. On n'a pas besoin de savoir qui était derrière, qui s'est fait pirater. Si on savait que dans les administrations, par an, il y a eu tant d'incidents, sans que ça soit rendu public, mais qu'au moins nous, dans les administrations, on ait cette info. C'était ça. Ou les techniques utilisées, les techniques de base utilisées plus. D'autres questions? Il y a des choses dans le rapport annuel de l'ANSSI, se dit, il y a beaucoup de comptes rendus d'incidents et de... Question ah. Oui, bon, là c'est plus une question de citoyen, parce qu'on parlait de formation tout à l'heure, on s'adressait plutôt un peu aux experts métiers, etc. Mais les citoyens, les écoles primaires, les gamins, comment on forme nos gamins, les générations futures à qui on va léguer tout ça, on les forme comment justement à protéger les données, avec tous les arguments qui étaient donnés aussi en particulier par Martin tout à l'heure, et puis aussi autour des détournements d'informations, etc. Voilà, enfin là il y a un beau sujet, je pense, pour l'éducation des générations futures. Alors, clairement, enfin, ça, c'est dans mon giron, les écoles. Parce que oui, en fait, au début, je n'ai pas précisé, mais je suis le RSSI aussi de la ville de Grenoble et du CCAS. C'est clairement, ouais, ça serait une bonne approche. Il me semble avoir vu des endroits où ça se fait, ou en tout cas les gendarmes interviennent dans les écoles pour sensibiliser aux risques cyber. Clairement, de toute façon, plus on sensibilise les gens, plus tôt, plus c'est efficace. Guillaume Popard parlait au départ d'hygiène informatique comparable à la santé, ben c'est pareil, on en prend aux enfants à l'école à se laver les mains, à se brosser les dents, ben on pourrait leur apprendre à utiliser Internet de façon sûre, enfin, ou en tout cas d'avoir une bonne approche. On leur apprend déjà à recycler, à traiter les déchets. Eux, ils arrivent à avoir un impact même sur leurs parents. Moi j'en discutais avec des collègues de bureau, ils me disaient, ah voilà, ma fille, on lui a dit, il faut recycler, il faut trier comme ça. Du coup, maintenant on le fait bien à la maison. Et si on fait pareil avec l'aspect cyber, ça peut qu'être profitable, effectivement. Caroline? Oui, et il y a même à travers le jeu aussi. Il y a quelques années, l'une de nos étudiantes ici a gagné un prix, enfin c'était deux de nos étudiantes de master qui ont gagné un prix de la CNIL et qui avaient conçu un jeu pour les enfants de primaire, pour leur apprendre à comment se protéger de façon générale, protéger leurs données, protéger leur vie privée. Elle est ici d'ailleurs. Et c'était important de dire qu'il faut aussi commencer avec des objets ludiques chez les enfants pour les amener à réfléchir, parce que c'est vrai qu'ils rentrent très rapidement maintenant sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, et qu'ils commencent donc très très tôt à travers pas simplement les enseignements, mais aussi le jeu. Et effectivement, ça serait très intéressant de prendre le plus tôt possible, parce que je peux vous confirmer, pouvoir participer à des programmes de sensibilisation des employés à la cybersécurité, qu'une fois adultes, c'est très difficile de former les gens. Donc, plus on commence tôt, mieux ça se passera, je pense. Sans faire de pub, en fait, INRIA travaille pas mal avec l'Académie de Grenoble justement pour former les enseignants pour qu'eux-mêmes puissent en parler à leurs élèves. D'autres questions? En haut là. Ah, il y a deux questions. Bonjour, donc je suis Julien Thomasson, je travaille à la DSI de l'université Grenoble-Alpes. J'aurais deux questions, une qui est assez orientée, c'est comment est-ce que l'Institut en cybersécurité de l'université Grenoble-Alpes pourrait aider la DSI de l'université Grenoble-Alpes à faire en sorte que la cybersécurité chez nous fonctionne mieux. Je dis pas qu'elle fonctionne mal, elle fonctionne même plutôt bien. Pour l'instant, ça se passe pas mal, mais potentiellement, on pourrait justement échanger dans ce cadre-là, et ça me paraît très intéressant. La deuxième question, c'est rien à voir. On parlait tout à l'heure de droit international, on parlait de plein de choses autour de ça. Qu'est-ce que ça vous évoque un ministre de la cybersécurité japonais qui n'a pas touché d'ordinateur depuis ses 25 ans, qui en a maintenant 68, et qui ne sait même pas ce que c'est qu'une clé USB.
Voilà, c'était mes deux questions, merci. Très bonne question. Qui veut réagir au... Non, mais sur la deuxième, sur la première, je suis évidemment pas compétent, mais est-ce qu'il a pris de bonnes décisions? J'en sais rien, je sais pas, voilà, je ne sais pas. Bon, c'est un ministre. Oui. Voilà. Justement, il y a de quoi être inquiet, mais est-ce qu'il vaut mieux, enfin, je ne sais pas, mais dans d'autres pays, il y a des... on parle beaucoup de numérique pendant les élections, et après les élections, on se retrouve avec un secrétaire d'État à Bercy. Donc vous voyez, il y a... bon. Est-ce que le numérique est vraiment un sujet pour le politique aujourd'hui? En fait, je crois pas. Bon. Et c'est bien ça le problème. Quelqu'un veut réagir ou... Peut-être Karine. Comment le Cyber Institute peut aider le RSI de... Là, je laisserai la parole à Philippe Elbaz. Tu veux réagir, répondre Ok, tu prends rendez-vous avec Philippe Elbaz. Je vous donnerai ma carte après. Une autre question, il y avait une autre question là en blanc. Merci. Bonjour, je suis Pierre-Marc, je suis sysadmin d'une PME. J'avais quelques réflexions à faire par rapport à toute la discussion qu'on a eue. La première, c'est déjà de dire à la personne qui est RSSI de la métro qu'il y a déjà eu des publications sur des choses qui ont été attaquées. Alors pas les feux signalisation, mais je crois des centrifugeuses par des automates Siemens dans je ne sais plus quel pays. D'accord. La deuxième chose, donc je pense qu'il y a quand même déjà des gens qui sont un petit peu au courant qu'il n'y a pas que le réseau informatique standard qui peut être attaqué, mais qu'il peut y avoir aussi tous ces systèmes qui sont au sein d'entreprises, au sein d'industries qui peuvent être attaqués. Enfin, je pense que ça doit déjà commencer à faire, enfin, qu'il y ait une réflexion déjà là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis content qu'une personne comme le monsieur de l'ANSSI, qui a un petit peu la tête sur les épaules, et dans une agence qui est quand même relativement importante. Je dis ça parce qu'il y a 3 ans, en décembre 2015, on a subi une attaque. On est une petite PME, pas grand-chose, on travaille sur des choses un petit peu spécifiques, mais on a quand même subi une attaque, un déni de service. Et quand j'ai voulu alerter cette attaque, je me suis trouvé face à un mur. Je n'arrivais pas à savoir à qui dire comment j'avais été attaqué, ce qui nous était arrivé. En fait, je n'avais pas trouvé les moyens. L'ANSSI existait déjà. On avait la possibilité, par l'intermédiaire de l'ANSSI, de trouver à qui téléphoner pour dire « Eh bien, j'ai été attaqué, je veux porter plainte ». Je me suis juste retrouvé au final à aller à la police nationale, à Grenoble, à côté du S, avec d'autres personnes qui avaient été volées ou des choses comme ça, pour déclarer ma plainte, pour porter plainte là-dessus. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'après, il n'y a plus de retour. Normalement, on devrait avoir dans chaque département, au niveau de la police nationale, quelqu'un qui est référent vis-à-vis de la cybercriminalité. À Grenoble, a priori, en 2015, il n'existait pas, ou en tout cas, j'ai pas eu de retour. Ça, c'est une deuxième réflexion. Toujours par rapport à cette sécurité, j'en ai une troisième, et là, c'est par rapport à la personne de Atos. J'ai un peu un doute. J'ai un petit peu un doute entre la sécurité et l'entreprise privée. Je le dis franchement, je pense que ça ne peut pas aller ensemble. On ne demande pas à des entreprises privées de garantir la sécurité des gens vis-à-vis de l'État. Enfin, pour l'État, c'est la police qui s'en occupe, c'est la gendarmerie. Une entreprise privée, j'ai un petit peu du mal. C'est tout. Ok. Merci pour cette intervention. Sur les référents, la gendarmerie a développé des correspondants qu'on appelle les NTEC. Donc il doit y en avoir probablement un par département. Donc ça c'est un type de correspondant. L'ANSSI a fait avec le ministère de l'Intérieur, il y a une plateforme numérique qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui maintenant fait un peu de sensibilisation et peut renvoyer sur des prestataires de proximité. Des Hauts-de-France, c'était la région des Hauts-de-France. Oui. Ça y est, maintenant c'est fait, mais...
Voilà. Donc aujourd'hui, quand une PME se fait attaquer, quelle est la procédure? Il faut déjà qu'elle essaye d'avoir un peu durci son système pour que les dégâts soient moindres, mais elle peut aller sur une plateforme numérique qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, et là elle sera guidée. On essaie déjà de déterminer un peu quelle est l'attaque, donc on lui donne quelques conseils, et on la renvoie vers un prestataire de proximité qui a signé une charte qui garantit un certain nombre de choses. Voilà. Bon. C'est une plateforme qui est gérée par l'ANSSI? Qui est gérée par l'ANSSI, le ministère de l'Intérieur. Voilà. Cela dit, ce qu'on craint nous beaucoup à l'ANSSI, c'est une attaque majeure contre des dizaines, des centaines de milliers de PME. Et là, c'est peut-être un sujet pour l'Institut aussi. Comment on fait dans ce cas-là? Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Hein. Or, ça pourrait être une manière de cyberdissuasion. Les Anglais emploient ce terme. Nous, on s'est interdit de l'utiliser, mais on pourrait très bien menacer un pays d'une attaque de type NotPetya sur tout son tissu économique. Et dans ce cas-là, je ne sais pas quelle pourrait être la réponse du pays en question. Si ça arrivait, aujourd'hui, on ne sait pas le traiter en France. Donc, protéger les PME, pour nous, c'est vraiment une priorité, sauf qu'on ne sait pas faire. Voilà. Alors, on sait le faire en développant on aide au développement d'équipements et tout ça, mais par la sensibilisation. Mais il y a vraiment, et quelqu'un parlait de cyber-résilience tout à l'heure, c'est un sujet de l'Institut. Je crois, faut vraiment se pencher là-dessus, parce que on peut tuer un pays en tuant 50 000 PME. On tue des emplois, on tue du PIB, etc. Et donc, voilà. Bon. Comme l'éminenté personnelle dans les guerres, c'est ça. Ce serait exactement la même chose. Quant aux entreprises privées, alors moi, l'ANSSI, sans les prestataires privés, on ne saurait pas traiter les attaques. Il y a autre que les vins dont je vous parlais, et même les vins dont je vous parlais, par exemple pour la protection des OIV, on a labellisé certains prestataires privés qui vont faire des interventions de même niveau de qualité que l'ANSSI. Donc pour tout un tas de métiers, sans le secteur privé, on ne passe pas à l'échelle. L'ANSSI, c'est 550 personnes, il faudrait être 10 fois plus au moins. Or, on ne peut pas recruter l'équivalent en fonctionnaires, et puis ce ne serait pas sain de toute façon. Donc on a vraiment besoin du secteur privé, et il y a des compétences dans le secteur privé, déjà parce que l'ANSSI et NCS aiment beaucoup, donc ça c'est une garantie de qualité, mais on a vraiment besoin du partenariat avec le secteur privé. Il ne faut pas opposer public et privé pour le traitement des attaques informatiques. Ça, il faut vraiment, c'est un peu, pardon, ça va faire langue de bois, mais c'est la réalité, il faut vraiment une cohésion nationale là-dessus, et on a besoin de tout le monde. De même qu'on dit qu'il faut pas, alors ça vous semble évident, mais dans les entreprises, beaucoup rechargent leurs iPhones ou leurs Samsung sur la prise USB du réseau, évidemment c'est une catastrophe, et donc l'action première de l'utilisateur, c'est ça, c'est d'éviter ça, mais pour le dirigeant, c'est de donner de l'argent à celui qui s'occupe de sécurité. Dans une PME, bien souvent, c'est le dirigeant lui-même, mais voilà, chacun a une responsabilité, mais sans le privé, l'ANSSI ne peut pas faire son métier. Voilà. Et sans le privé, l'ensemble de la nation ne sera pas protégé. Donc il ne faut pas opposer les deux. Peut-être aussi un petit mot du privé. Sans le public, on ne peut pas travailler non plus. On a besoin de ce cadre réglementaire, on a besoin de ces ressources. On ne peut pas être indépendant. Voilà, c'est juste un écosystème. D'où l'approche multi-acteurs. Tout à fait. Voilà. Parce que tout à l'heure, Guillaume Poupard donnait l'exemple de la personne qui laisse son portefeuille et qui revient un jour après, le portefeuille n'est pas là. Il disait, c'est pas l'État, c'est vrai que c'est pas l'État. Mais l'État pourrait le faire, c'est ce qui se passe dans certains pays non démocratiques. Est-ce qu'on veut ça? C'est un choix à faire. Puis, exactement, pour rebondir dans ce sens-là avec un exemple pratique, vous disiez la police, effectivement, elle dépend de l'État, mais les véhicules dans lesquels elle roule, ils sont fabriqués par une entreprise privée, les armes qui l'équipent sont fabriquées par une entreprise privée, c'est un peu la même chose. On a besoin d'acteurs privés pour développer des solutions sur lesquelles on peut s'appuyer. Vous voulez réagir sur le... Ouais. Non, mais je pense qu'il faut faire la différence entre sécurité et traitement des données personnelles. Effectivement, c'est pas une entreprise privée. Ouais.
ce que je vous propose, étant donné qu'en fait le Ouais. temps va commencer, à la limite, Ouais. après on a le cocktail, vous pourrez discuter avec les Il y avait personnes une du question, panel. là. Romain, il y avait une question. Et moi, j'aimerais poser une question aussi, parce que Guillaume a présenté un constat assez noir de la cybersécurité aujourd'hui. Vous aussi, en tant que membre de ce panel, finalement, moi, de ce que je retiens, c'est que les attaquants sont très bien organisés, sont coordonnés, ont une longueur d'avance sur les gens qui font de la cybersécurité. En même temps, le public, finalement, ne semble pas vraiment réagir par rapport à toutes les attaques qu'on peut leur présenter, notamment dans les médias avec Cambridge Analytica et ce genre de choses. Il ne me semble pas que Facebook est complètement dégringolé en bourse aujourd'hui et soit complètement au bord de la faillite. On va probablement avoir aussi, effectivement, à un moment donné, un accident mortel à cause des cyberattaques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut débrancher la prise, notamment pour l'entreprise 4.0, les factories 4.0? Est-ce qu'il faut, au niveau de la RSSI, par exemple, mettre le frein sur la Smart City en disant on n'est pas du tout prêt pour faire ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un veut réagir? Vous avez 3 minutes. Les 3 minutes, c'est pour Martin. Romain. Après, il y aura une question là, Laurence. Quelqu'un veut répondre? Non, mais moi, je crois, qu'il faut, pour le coup, je vais rejoindre de ce que disait Karine tout à l'heure. Je crois aux règles. Alors, les Américains inventent les règles non contraignantes, donc ça, c'est bon, bref. Mais je crois aux règles. Donc, ce qui pourrit le numérique aujourd'hui, je le répète, ce sont les États. Si les États arrivaient à se... Alors, je rêve, là, pour le coup. Si les États arrivaient à se mettre d'accord pour ne plus pourrir le numérique et se mettre... Il y a une convention de Budapest qui a été signée. Normalement, les États sont censés lutter contre la cybercriminalité. Si les États arrêtaient de pourrir le numérique et se mettaient d'accord pour lutter contre la cybercriminalité, déjà, on augmenterait rapidement la sécurité, le niveau global de sécurité. Deuxièmement, mais ça va dans le même sens, si on arrêtait si on asséchait le marché privé des zero day, des vulnérabilités, et si on faisait des bug bounty, etc., si on faisait en sorte que les vulnérabilités remontaient plus rapidement vers les éditeurs, on augmenterait aussi immédiatement le niveau de sécurité. Donc il y a des mesures simples, de bon sens, mais qu'hélas les États ne veulent pas mettre en œuvre, mais il y a des mesures simples qui permettraient de monter rapidement le niveau de sécurité, parce qu'on ne va pas arrêter ce qui est présenté comme un progrès. Je ne sais pas si les Smart Cities c'est un progrès, j'en sais rien. Mais en tout cas, on y va. On ne va pas ralentir ça, je pense pas. Ouais, pour réagir du coup sur les Smart Cities, c'est clair, exactement, on n'arrête pas le progrès. Et le but du RSSI, c'est pas de mettre des freins sur tout, c'est juste de faire en sorte que les gens ouvrent les yeux. Du coup, intègrent la cybersécurité à tous les niveaux. Et moi, c'est ma position, celle que je défends clairement. De toute façon, tout est, j'allais dire, analyse de risque. L'idée, c'est de faire une analyse de risque. Si les bénéfices sont supérieurs au risque, il faut peut-être le déployer. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, il vaut mieux pas le déployer. Une question, Laurence Comparade. Merci. Donc Laurence Comparat, adjointe au maire de Grenoble en charge des questions liées au numérique. La cybersécurité ne figurant pas texto dans l'intitulé de ma délégation. Comme il a été pas mal question effectivement de posture politique, je me suis un petit peu sentie interpellée sur la façon dont les élus, les politiques d'une manière générale appréhendent ou n'appréhendent pas cette question de la cybersécurité ou de la sécurité d'ailleurs d'une manière générale. Pour moi, c'est une question dont on voit très bien qu'elle est complexe. Vous avez parlé d'attaques, de guerre numérique. Moi, je comparerais ça aux attaques terroristes qu'on a pu connaître récemment. C'est des objets face auxquels la puissance publique, la société en général, n'est pas outillée d'une manière générale. On n'était pas prêt à faire face au Bataclan, on n'était pas prêt à faire face au 14 juillet à Nice. On a fait face comme on a pu, on a pris les mesures, y compris dans le monde non numérique. Ces questions-là sont loin d'être simples. La spécificité que je mettrais sur le numérique, c'est que c'est beaucoup, effectivement, dans le monde politique, un impensé. Alors que la sécurité dans le monde
physique, sachant que le numérique se situe quand même dans le monde réel. Hein. On fait toujours cette impression que le numérique, c'est un machin à part, complètement déconnecté. Il est dans la vraie vie. Hein. C'est des vrais emplois, c'est des vrais serveurs qui bouffent des vraies ressources, qui consomment de la vraie énergie. Enfin, voilà, c'est pas un truc... et donc, cette question-là, elle est effectivement relativement impensée, mais le numérique d'une manière générale, pas seulement sa dimension sécurité. Et là, il y a une vraie question de fond sur, politiquement, le numérique dans la société d'aujourd'hui. Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Quel est le niveau de risque? Je parlais d'impact environnemental, c'est aussi une question qui est relativement impensée. Hein. On nous explique que ça va nous faire économiser du papier, mais est-ce que le bilan environnemental à l'arrivée des fermes de serveurs de Google est vraiment aussi génial que ça? Je ne parle même pas des conditions sociales d'extraction des ressources qui servent à fabriquer les ordinateurs. Toutes ces questions-là, on voit bien qu'il y a un impensé autour de ça, mais un impensé global, un impensé du politique, mais de la société en général. Et il y a un impensé, il y a un refus de le questionner politiquement. Et des scandales comme Cambridge Analytica, le RGPD qui est arrivé, etc., c'est des choses qui petit à petit amènent ce débat sur un plan politique. Et effectivement, c'est un peu la question que posait Romain et que vous posiez autrement, c'est est-ce que vraiment j'ai besoin de la Smart City? Si oui, laquelle? Jusqu'à quel point il y a une dimension technologique derrière? Jusqu'à quel point il y a une dimension sociale? Quelles sont les règles? Quelles sont les régulations que je mets dedans? Etc. etc. Pour prendre l'exemple de monsieur sur les entreprises privées, etc., la chimie est une industrie à risque qui fait courir des risques aux populations et qui, dans nos pays en tout cas, est extrêmement encadrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque zéro, on l'a bien vu avec AZF, mais il y a des règles, ces entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi au nom de la sécurité et de l'intérêt général. C'est un concept qu'on pourrait tout à fait transposer dans le numérique. Mais pour ça, il faut le penser en tant que tel. Et là, pour répondre un peu à la question à quoi pourrait servir le Cybersecurity Institute, moi, en tant qu'élu, en tant que responsable politique, je pense qu'il y a aussi ces questions-là, je trouve extrêmement intéressantes, qu'elles soient adressées de manière, alors là, pour le coup, extrêmement transversale. Et j'ai même pas abordé la question du millefeuille administratif en France sur ces questions-là. Merci. Ouais. Vous voulez réagir? Pardonnez-moi d'être un peu provoquant, mais Ah, le Cybersecurity Institute devrait déjà vous permettre de faire évoluer vos missions. Parce qu'il y a un péché originel de séparer sécurité du numérique. C'est inconcevable, ça. Donc le politique, c'est même aberrant complètement de séparer les deux. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Deuxième élément, il faudrait aussi vérifier la chaîne informatique des usines chimiques. Parce qu'elles ne sont pas toutes OIV, mais en revanche, elles ont toutes de l'informatique. Et je ne suis pas sûr que... On est comment en termes de timing? Je pense que là, on va devoir conclure. Merci à tous d'avoir participé à ce panel.